Bonjour Gaëtan Paderma. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Et merci d'être avec nous au Salon de la Gastronomie. D'ailleurs, c'est très important que vous soyez là aujourd'hui, quand on sait ce que fait le tourisme pour notre économie. Exactement, on se devait d'être là pour ce premier Salon de la Gastronomie des Outre-mer, parce qu'on est une destination qui, au-delà du soleil, du balnéaire, des forêts, a une vraie richesse à travers sa gastronomie. La gastronomie que vous lancez à Paris, parce que là, nous sommes à côté de cette affiche et cette campagne qui va démarrer, dont vous êtes peut-être l'initiateur avec le comité martiniquais du tourisme. La gastronomie martiniquaise s'invite à Paris. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Martinique gourmande, c'est-à-dire du 7 février au 1er mars, dans une cinquantaine de restaurants Paris, région Île-de-France, il y aura des menus d'inspiration de gastronomie martiniquaise. C'est la première édition, il y aura d'autres éditions les prochaines années. Et ce qu'on souhaite, c'est faire découvrir à la population ilienne l'ensemble, la richesse, l'exotisme de la Martinique. Ça, c'est surtout pour la population de l'Hexagone à laquelle vous vous adressez directement. Exactement, on leur offre un avant-goût de la Martinique et on va derrière les inciter à venir ou à revenir en Martinique, parce que la gastronomie aussi, c'est une manière de voyager. Voilà, je le disais tout à l'heure, nous avons les plages, le soleil, mais quand on découvre une destination, on la découvre à travers sa gastronomie. Et notre gastronomie trouve sa richesse parce que c'est un métissage d'influences européennes, orientales, indiennes, et c'est ce qui fait sa richesse. On a également, et ils sont présents sur le stand aujourd'hui, des chefs qui réinventent notre cuisine tous les jours en la mariant avec des saveurs toujours plus inédites. Donc voilà, j'incite en tout cas l'ensemble des auditeurs à venir découvrir cette Martinique gourmande et à prolonger cette expérience en Martinique. Alors, donc il y a un lien entre le goût et le voyage. Exactement, exactement. C'est un beau moyen d'expérimenter une destination et je sais que les touristes qui nous ont déjà rendu visite, quand ils repartent, oui, ils ont redécouvert le petit punch, les acras, le boudin, mais surtout ils ont découvert aussi autre chose, que ça soit une langouste mariée avec une sauce qui est un peu différente de ce qu'ils ont pu découvrir dans certains restaurants là où ils habitent. Donc ils repartent en tout cas avec imprimé cette expérience de la gastronomie. En tout cas, je le note, on va au-delà aujourd'hui du tiponche, du boudin, des acras que tout le monde connaît traditionnellement, c'est presque universel. Exactement, on veut aller au-delà, on peut marier beaucoup de produits de notre production agricole, la banane, la canne à sucre, vous avez avec le savoir-faire de nos chefs qui transforment les produits. Tout à l'heure on a pu goûter un poisson mélangé avec de la papaye, des choses simples mais qui sont inédites, en tout cas inédites pour la cible que nous visons en termes de tourisme. Quand vous avez entendu que ce salon allait été créé par notre compatriote Babette de Rosière, vous en avez pensé quoi tout de suite? Tout de suite on s'est dit, on avait déjà dans les cartons Martinique gourmande, on s'est dit ben voilà, ça va être le point de départ de cette opération. On se doit d'être présent parce que c'est bien qu'il y ait un événement dédié à la gastronomie des Outre-mer. Ça n'existait pas et là je tiens vraiment à saluer le travail fait par Babette de Rosière et son organisation. J'espère qu'il y aura une année 2, une année 3 parce qu'aujourd'hui nous communiquions la gastronomie à travers la Foire de Paris, le Salon de l'Agriculture et ça manquait d'avoir un événement spécifique dédié. Et quand je vois la fréquentation, que ce soit de nos exposants, du stand d'animation du chef, mais je me dis que voilà, l'objectif il est atteint et on va en tout cas essayer de faire mieux l'année prochaine. Vous parlez de fréquentation, vous avez été surpris par cette foule parce que c'était un succès, on peut le dire. Pas surpris, on a pris un dispositif très imposant, nous avons le plus grand stand du salon, donc on a dès le début cru à cette manifestation et comme en plus c'est le point de lancement de notre manifestation, le salon pour nous ne s'arrête pas lundi, mais avec Martinique gourmande, l'expérience se prolonge jusqu'au 1er mars. Et vous passez à aller au-delà de Paris? Alors on va voir, on y va étape par étape. Il y a une opération conquête à faire. Hein. Exactement, exactement. Nous ciblons l'ensemble du territoire national. Donc en première édition, on a fait Paris, région Île-de-France, une cinquantaine de restaurants. Après, c'est un concept qui peut se déplacer en province ou devenir complètement national, voire international. En tout cas, notre cuisine a sa place pour rayonner au niveau national et international.
Bonjour Béatrice Fabignon. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Et merci de nous accueillir ici au premier salon de la gastronomie des Outre-mer. Vous ne pouviez pas ne pas être là. C'est sûr, j'ai tout fait pour être là et en fait non, Babette m'a invité, m'a convié à cet événement et j'en suis très fière et c'est très agréable. Ouais. Pourquoi vous avez accepté de venir? D'abord parce que vous êtes des Outre-mer? Alors parce que je suis des Outre-mer. Alors mon rôle effectivement au quotidien comme je suis chef à domicile, c'est de représenter toutes les Outre-mer. Et donc c'était vraiment important, c'était capital d'être là. À part les événements qu'il y a tout au long de l'année, mais là c'était le premier salon de la gastronomie des Outre-mer, donc c'était incontournable pour moi. Incontournable pour un chef à domicile. Pour un chef à domicile et qui travaille beaucoup également en France, à l'étranger et dans l'événementiel. Voilà. Ouais. Alors on va rappeler peut-être pour nos téléspectateurs ce qu'est un chef à domicile. On sait que ce métier a de multiples cases, de multiples portes. Vous avez choisi ce secteur. Oui, j'ai vraiment choisi, ça a vraiment été un choix, une envie, une volonté de ma part, parce que j'ai toujours baigné dans la cuisine et je voulais travailler vraiment à mon rythme et faire vraiment de l'exception. Donc en faisant chef à domicile, c'était vraiment avoir des prestations sur mesure et uniquement à la demande. Uniquement à la demande. Je retiens un mot, liberté. Oui, liberté et sur mesure et outre-mer. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Liberté, sur mesure, l'outre-mer. Quand on a dit ça, on a dit quoi? On a dit Béatrice Fabignon. Non, en fait, ma façon de travailler, c'est simple. C'est que vous êtes invité chez vous, partout où vous êtes dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contraintes. Moi, je travaille vraiment à la demande. Ça va dépendre du standing de l'événement, ça va dépendre de la situation, où ça se passe dans le monde. Et après, c'est vraiment une prestation comme vous le voulez. Donc ça peut être simplement un dîner à deux. Après, je peux travailler sur la décoration, sur les hôtesses, sur le sommelier, sur le design floral, sur absolument tout. Donc ça peut aller très très loin. Qu'est-ce que représente pour vous une telle manifestation? C'est au-delà de mon travail, c'est aussi c'est une partie de ma vie, de ma filiation familiale. C'est vraiment une exposition déjà professionnelle énorme parce que Babette me laisse participer à cet événement activement. Donc ça, c'est vraiment une grande chance pour moi. Et ensuite, personnellement, ça m'enrichit parce que je rencontre d'autres chefs des Outre-mer, mais également d'autres chefs qui sont issus du monde de la cuisine internationale et nationale. Et ça, c'est très important de sortir du réseau communautaire. C'est extrêmement important. Oui, mais là, on est dans une manifestation un peu communautaire, cependant. C'est très communautaire. Et justement, ce qui est bien, la force que l'on a, c'est qu'on est tous là et on va pouvoir se faire connaître partout en France et à l'étranger. Et ça, justement, c'est la force d'une telle manifestation. C'est qu'on est tous présents et avec cette force de frappe, si je peux dire, on va pouvoir parler de nous un peu partout. Quand des chefs de l'outre-mer se rencontrent dans une telle manifestation, ils se disent quoi? Ils parlent de quoi? Oh là là, déjà on parle du temps qu'il faut au pays, de l'actualité, de la famille, parce que forcément on a tous des liens un peu partout en outre-mer. Et ensuite forcément on parle cuisine, comme n'importe quel chef qui se rencontre, c'est sûr. Voilà. Vous parlez cuisine, vous échangez des recettes, voilà quoi. Pas des recettes, ça va beaucoup plus loin, enfin, c'est beaucoup plus subtil que ça. On parle des tendances, on parle des difficultés qu'on a, parce qu'on n'est pas tous chefs à domicile. Moi je suis chef à domicile, mais il y a des restaurateurs, il y a tous les corps de métier. Et on parle vraiment de nos difficultés, des réussites, mais surtout ce qui nous fait avancer, c'est les difficultés que l'on a. Donc on parle vraiment de tout ça. C'est un métier qui fascine, mais c'est un métier qui est aussi difficile, il faut le dire. Alors c'est pas un métier justement. Il y a tellement de métiers dans la gastronomie et c'est extrêmement difficile. Autant les artisans qui fabriquent eux-mêmes leurs produits que les industriels, le restaurateur, le chef à domicile. Il y a tellement de corps de métier là-dedans et c'est vraiment très dur. Et là, la chance que l'on a, c'est de pouvoir tous se rencontrer à un moment ou à un autre et de pouvoir discuter. Et aussi de se mettre en relation. Il y a des gens effectivement que je n'aurais pas rencontrés sans cet événement-là. Et c'est ça qui est bien. Le premier salon de la gastronomie fait que on se rencontre pour la première fois. Il y a d'autres manifestations importantes qui sont déjà là, comme le salon de l'agriculture, mais on n'a pas forcément l'opportunité de se voir. Et des personnes qui sont là aujourd'hui ne seront pas forcément là à d'autres occasions. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de compatriotes, de nos compatriotes qui ont carrément pris d'assaut ce salon, ça vous inspire quoi?
eh ben, c'est une grande fierté et ça veut dire qu'on est bien représenté, ça veut dire qu'il y a de l'avenir et que la gastronomie et la culture est vraiment présente et revient au goût du jour. Mais je veux dire, nos compatriotes qui vivent en région parisienne ou même ailleurs, j'ai vu des gens hier qui sont venus de Marseille, qui sont venus de Lyon, qui sont venus de Lille. De Toulouse, de Marseille, de Lille, des gens me disent, je les vois avec des gros sacs à dos, je leur dis mais pourquoi vous n'avez pas laissé votre sac à dos chez vous? Et c'est eux qui me disent mais attendez, mais moi je ne viens pas de Paris. On vient de toute la France, donc c'est très important. Cette manifestation-là fait que les gens viennent de toute la France parce que c'est un événement qu'il ne fallait pas rater. Oui, des gens ont critiqué au départ en disant mais c'est quoi ça, cette manifestation? Mais aujourd'hui je crois que le résultat est là, hein. Il est là, il s'expose là, il n'y a pas de mots même pour le décrire. Ah là justement, pour tous ceux qui ont critiqué, la réponse c'est regardez, là il n'y a rien à prouver. Il faut juste regarder le résultat. Voilà, c'est ça qu'il y a de bien quand on fait un salon. On peut critiquer avant, même pendant, mais là, excusez-moi, il n'y a rien à dire. Là, la fréquentation est là, le succès est là, les médias sont là, donc bravo. Voilà, la prochaine fois on se verra, ça sera bonsoir chez moi. Exactement. Merci Béatrice Pavillon. Merci à vous. Bonjour Patrick Caron. Bonjour. Il est absolument étonnant de vous trouver, de trouver le CREFOM dans un salon de la gastronomie. C'est pas étonnant parce que d'abord Babette est membre du CREFOM et Babette nous a offert gracieusement le stand. Ce que je veux dire simplement, c'est que le CREFOM est partout où la visibilité des Outre-mer est en jeu. C'est le cas aujourd'hui. Cette question de présence ultramarine dans l'Hexagone, cette question de lobbying ultramarin dans l'Hexagone auprès des parlementaires, auprès de l'opinion publique, eh bien ça passe par des manifestations comme celle qu'organise Babette de Rosières, mais avec une maestria formidable. Alors ça, c'est une question de visibilité aujourd'hui. Et ce terme de visibilité est extrêmement important pour la communauté. C'est une question de visibilité et de lobbying. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte du désintérêt de nos compatriotes de métropole. C'est les parlementaires, c'est aussi les hauts fonctionnaires qui connaissent plus l'outre-mer, c'est aussi les Français en général pour les outre-mer. Cette manifestation leur donnera envie d'aller en outre-mer, d'aller visiter nos îles. Et c'est important. Mais cette manifestation peut les aider à prendre conscience qu'il y a d'autres Français. Des Français de 4 coins du monde, eh bien, qui sont comme eux et qui sont comme eux et qui aspirent à la même chose, la même revendication, l'égalité réelle. C'est des manifestations comme ça qui aident les originaires d'outre-mer à s'imposer et à creuser leur sillon dans la République. Alors c'est vrai, on parle de nous pour la culture, pour le sport, etc. Mais c'est la première fois qu'on met aussi en avant la gastronomie. Or la gastronomie, lorsqu'on visite un peuple, c'est la première porte que l'on ouvre. Mais le tourisme aujourd'hui qui peut marcher dans les Outre-mer, le tourisme qui peut attirer des Français, des Européens, des étrangers, c'est le tourisme gastronomique. C'est notre savoir-faire qui n'est pas aujourd'hui valorisé. Le problème, c'est que dans les Outre-mer aujourd'hui, on va manger des steaks frites, on va manger des pizzas, on ne va pas mettre en avant nos productions gastronomiques, culinaires qui sont exceptionnelles. Et c'est tout le bénéfice, c'est tout le mérite de Babette d'avoir compris et d'avoir mis en place un projet dans l'Hexagone qui met en visibilité cette gastronomie. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des déclinaisons outre-mer. Babette a un projet pour aller dans les outre-mer, pour faire en sorte que les restaurants et les autres s'engagent sur une carte avec un minimum de plats culinaires, un minimum de plats ultramarins. Et c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, face à la concurrence des pays voisins, nous ne sommes pas égaux. Les pays voisins, le revenu par habitant, le SMIC, tout ça, ça n'existe pas. Ils n'ont pas de charges sociales comme les nôtres. Le coût de la main-d'œuvre, eh bien, c'est rien par rapport à nôtre. Nous devons faire valoir d'autres éléments, d'autres arguments. Eh bien, la gastronomie, c'est un des arguments. C'est peut-être même le plus important qui pourrait permettre à des Français, à des Européens d'aller visiter l'outre-mer et de se sentir à la fois chez eux, mais de découvrir des cuisines qui explosent les saveurs dans les bouches. Alors, vous avez noté que l'outre-mer est venu physiquement à Paris. Les gens de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont déplacés pour venir à cette manifestation. Ils y ont trouvé écho. Vous analysez ça comment, vous ?
parce qu'ils ont compris que sur des petites îles, les marchés sont trop réduits. Et pour faire valoriser, pour faire connaître les produits, ça se joue où? Ben, ça se joue dans des lieux comme ça, où vous avez un brassage, où vous avez des gens qui viennent, mais vous avez aussi des professionnels qui passent sur tous les stands et qui regardent, et peut-être qu'ils sont à la recherche d'opportunités de marché. Donc c'est important cette présence ici aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut soutenir cette manifestation, comme nous l'avons fait, comme le CREFOM qui est partenaire de cette manifestation l'a fait. Il faut soutenir cette manifestation et faire en sorte qu'elle se pérennise au fur et à mesure des années. Visibilité, avez-vous dit au début, en marche vers l'égalité réelle, c'est ça aussi le maître mot, c'est ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. La visibilité fait partie de ce concept d'égalité réelle. Et sur ce concept d'égalité réelle, moi je vous annonce une surprise. La surprise, ça va être le 10 mai. Nous essayons de faire en sorte que des annonces ultra importantes soient faites ce jour-là. Je ne vous en dis pas plus. Mais si nous réussissons notre pari, eh bien le 10 mai 2015 sera une date fondatrice. Sans lever le voile, le 10 mai, ça sera le voyage du président en Outre-mer, ça sera l'inauguration du Memorial Act. Sans lever le voile, il y a des choses importantes qui vont se dire. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'occasion de son discours au Memorial Act, il puisse prendre très clairement une position qui va faire et qui va constituer pour nous, eh bien, pour les Outre-mer, eh bien, une nouvelle étape dans cette revendication d'égalité réelle, peut-être la dernière étape qui nous reste aujourd'hui à conquérir. Justement encore, Patrick Karam, vous avez suivi cette polémique qu'il y a autour des déclarations de Mme Paul-Angevin ces derniers jours, des réponses que les uns et les autres font suite à la lettre de notre compatriote Joël Ursule. Vous en pensez quoi, vous, au CREFOM? Je pense qu'il ne faut pas faire de faux procès, de mauvais procès à Paul-Angevin. Elle a pu être maladroite, mais elle s'en a expliqué dans un texte qu'elle a republié sur le site internet. Et vous savez qu'on n'est pas à l'abri parfois de maladresse ou d'incompréhension quand ce qu'on peut dire peut être déformé, peut être découpé. Et ce que nous considérons, c'est que dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de concurrence des mémoires. Il n'y a pas une mémoire supérieure aux autres. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons signé avec le CRIF une convention. Dans cette convention, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le CRIF défend la mémoire de l'esclavage et nous défendons la mémoire de la Shoah à égalité. Nous, on dit que le CRIF défend les victimes de la discrimination et du racisme, et nous, les victimes de l'antisémitisme. Nous raisonnons étroitement, main dans la main. C'est important aujourd'hui qu'un responsable politique, quelque niveau qu'il soit, se rende compte que ces déclarations vont être écoutées. Le président de la République, quand il a tenu ses propos devant, pour parler d'Auschwitz, il l'a fait, mais peut-être en toute bonne foi. Il a simplement fait ce qu'il fait par ailleurs. Quand il va le 10 mai parler de l'esclavage, eh bien il tient les mêmes types de propos. Et quand il va parler aux Arméniens, il fait la même chose. Il parle du génocide arménien comme le plus grand, etc. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les responsables politiques sachent que leurs propos peuvent être écoutés par d'autres communautés. Ils s'adressent à une communauté, ça peut être écouté par d'autres communautés. Et qu'il faut qu'ils maintiennent une égalité de traitement. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise foi, je ne dis pas que c'est une prise de position du président de la République qui a choisi pour telle ou telle mémoire contre telle ou telle autre. Je dis que c'est une maladresse. Je dis que quand on parle d'une mémoire, on parle des autres. Quand il viendra devant les ultramarins, il pourra parler aussi des autres génocides et crimes contre l'humanité. C'est important de montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie et on ne peut en aucun cas considérer qu'un crime contre l'humanité ou qu'un génocide, eh bien l'un par rapport à l'autre, il y en a un plus grave et l'autre plus grave et moins grave. Ça n'est pas possible aujourd'hui de le considérer, et d'ailleurs personne ne le considère. Merci Patrick Karam d'avoir été avec nous. Merci à vous.